garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, pour une émission qui sera consacrée, pour sa partie artistique, à l'écrivain et poète Alain Callès. Bah oui, t'es bien poète, non? Oui, bonjour, bon. Oui. Voilà, on va papoter avec lui pendant environ 3/4 d'heure. On se fait pas de mousse parce que il a l'air de savoir ce qu'il a à dire. Bon, c'est mieux que les invités coincés. Pour un regard, cette émission, c'est aussi une tentative de regard en marge sur l'art. On ne réussit pas toujours, mais enfin on essaye. Et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne, ça on y arrive toujours. C'est très riche, avec une petite citation qui va, je crois, avec notre invité. Enfin, en tout cas, c'est une citation littéraire de Lautréamont. Les chefs-d'œuvre de la langue française sont les discours de distribution, j'ajouterais peut-être des prix, pour les lycées et les discours académiques. Voilà, je crois que Lautréamont était pas loin d'enfoncer une porte ouverte, parce qu'on sait bien que les chefs-d'œuvre, c'est dérisoire ce qu'il raconte, faut pas le prendre au premier degré, mais plutôt au 26e. Voilà. On espère que cette émission va se dérouler dans une ambiance chaude. Et on compte sur notre invité pour animer tout ça. Voilà. On va tout de suite passer à la pause musicale avec le camarade Brel et un air de la bêtise que je vous dis pas. Voilà, moi je vous dis bonjour, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Une introduction à un blabla du presse-papier sur une politique en toc, la maire de Paris, Anne Hidalgo, à propos du marché de la création Bastille. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille, avec comme invité ce matin Alain Callès, écrivain, poète et tant d'autres choses. Enfin, il vous expliquera tout ça au cours de l'émission, après le presse-papier et l'extrait d'un de ses bouquins lu par Piquet-Coup. Alors, pour en revenir à cette politicarde, on peut dire ça comme ça, je crois, oui. Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, en gros, quoi, voilà. Je vais vous rappeler ce qu'elle disait lorsque elle faisait sa campagne électorale. Vous savez, on a un président aussi qui a fait une campagne électorale où il a dit beaucoup de choses. Voilà. C'est une spécialité socialiste, mais pas que. La droite, ils font exactement la même chose. L'extrême droite, l'extrême gauche, enfin, toutes les formations politiques sont aussi débiles. Voilà, je commence, vous écoutez bien. Ma vision est que l'aide à la création culturelle soit un levier déterminant pour que Paris reste une ville créative dans un esprit pirate et foisonnant. Quelle audace! Le génie, l'audace et la rébellion de l'art parisien irrigueront chaque place. On a vu ça là dernièrement avec le Godemiché là qui avait place Vendôme. Voilà, chaque rue et chaque quartier en plus. Voilà. Donner à Paris l'élan de la création artistique, le vivier d'artistes amateurs et professionnels qui font vivre notre capitale mérite un soutien total et passionné. Oh, je peux continuer comme ça pendant un moment. Je vais en faire une dernière, mais il y en a d'autres. Voilà. Développer l'art dans l'espace public, Paris, laboratoire urbain, tout doit être fait pour que les artistes se sentent chez eux à Paris et que la culture soit un levier de dynamisme économique et d'innovation sociale puissant. Voilà. Ça, c'est beau, Ouais, c'est beau comme dirait l'autre. Bref, je veux pas devenir trop grossier dès le début de l'émission.
Et dans le même temps, ou à peu près, le marché de la création Bastille, c'est un marché où viennent tous les samedis des rapins, mais pas que des rapins, il y a des artisans d'art aussi. Bon, il y a le meilleur et le pire, hein, faut pas non plus croire que c'est c'est là que se fait l'art aujourd'hui, mais quand même, c'est voilà, bon. J'avais dit dans d'autres émissions déjà que pour que des Picasso ou des fautriers ou des Haïm Soutine émergent, il fallait qu'il y ait des milliers d'artistes inconnus. Il fallait qu'il y ait, vous savez, quand on veut enrichir une terre, on fout du fumier dans la terre. Enfin, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, on fait autre chose. Et c'est sur ce fumier-là que les petites graines elles poussent, on peut, c'est une métaphore un petit peu simpliste, mais quand même, sur ces milliers d'artistes inconnus qui rament tous les jours, de temps en temps il y a une pousse qui est plus remarquable que les autres, et voilà, et ça fait un artiste dont on se rappelle. Bon, mais sans cette couche primaire, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'artistes qui émergeraient. Donc il faut les soutenir parce que c'est important. En plus, ce sont des êtres humains qui ont un métier, qui travaillent, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et s'ils viennent au marché de la Bastille tous les samedis, été comme hiver, j'ai vu des marchés où il y avait de la neige, le blizzard, etc. Et ils étaient là pour rien vendre du tout, la plupart du temps d'ailleurs. Bon, ils payent quand même 20 € par samedi. Ça a l'air ridicule comme ça, 20 €, mais il y a des gens qui payent 20 € tous les samedis et qui vendent rien tous les samedis. Et à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait quand même 1 000 €, quoi. Voilà. Sur des gens qui ont des minimums sociaux ou des choses comme ça. Alors, voilà, on est en plein dedans. Le génie, l'audace et la mais non, c'est pas ça que je veux. Donner à Paris l'élan de la création artistique. Voilà, c'est pas comme en supprimant ce marché-là qu'on aidera les rapins et les artisans d'art, évidemment, à vivre. Voyez. Surtout que on peut préciser que c'est un marché qui existe depuis 10 ans et qu'il est supprimé sous des prétextes de rentabilité. C'est-à-dire que là, on assimile notre art à quelque chose de vénal. Enfin, on n'est pas du tout dans cette culture artistique qui devrait soi-disant exploser à tous les coins de la capitale, quoi. On est 2 chiffres sur un tableau qui doivent s'équilibrer. C'est n'importe quoi. Oui, mais on est évidemment. On est soumis aux lois du marché, nous aussi, comme voilà. C'est étonnant. Enfin, je dis étonnant parce que encore une fois, comme on a un invité, je vais essayer d'être un peu correct, quoi, parce que je peux le choquer, peut-être, je sais pas. Mais c'est des trucs vraiment à se taper le cul par terre, à devenir cinglé. Faut vraiment vivre. Ces gens-là, les politiques, c'est une fois de plus, ils nous démontrent d'une manière éclatante leur ignorance des réalités les plus banales, les plus simples, quoi. Ils sont complètement déconnectés, mais ça, on le répète presque tout le temps. Ça commence à devenir un petit peu lassant pour ceux qui nous écoutent, probablement. Mais c'est ça, on a des politiques qui sont complètement déconnectés des réalités. Mais c'est à tous les niveaux, hein. Là, c'est la mairie de Paris, mais évidemment, si vous montez encore plus haut, c'est encore pire, ou c'est au minimum la même chose et plus si affinité, voilà. Alors, je pense pas que mon blabla de ce matin va fondamentalement faire changer les choses à Paris, sauf que les artistes et les rapins et les artisans d'art du marché de la Bastille se sont mobilisés. Ils ont entamé une campagne de signature. Rien que sur le marché de samedi, il y a eu plus de 1000 signatures de gens qui fréquentent le marché, de badauds, d'éventuels acheteurs, de touristes d'ici et d'ailleurs, parce que il faut quand même rappeler qu'au marché de la Bastille, le monde entier passe, et ça c'est pas pour faire de la gonflette, c'est vrai. Il y a des Japonais, des Chinois, des Américains, des Anglais, des Allemands, même des gens d'Europe de l'Est. Personnellement, il y a un Russe qui m'a acheté des trucs, pas cher évidemment, parce que bon, on sait bien que c'est un artiste en plus qui exposait à la Cité internationale. Voilà. Donc c'est pas le marché de Montparnasse, il a pas le prestige du passé historique de Montparnasse, mais quand même, voilà, pour la place de la Bastille, au Cotard, c'était une place populaire, une place qui a quand même vu la Révolution de 89.
Non, il va faire de la gonflette. Non, enfin bon, c'est un espace populaire sur le Richard Lenoir, vous voyez. Le Richard Lenoir, c'est on l'aime bien, il pot de chien à la Bastille et tout ça. C'est ça. C'est vraiment populaire, quoi. C'est pas loin du Marais, mais avant le Marais, c'était très populaire. Dans ce quartier-là aussi, il y avait plein d'ateliers d'artisans. Maintenant, c'est plutôt des bobos qui les occupent, mais bon. Quand même, c'est resté un endroit populaire et c'est regrettable que la mairie de Paris, mais en même temps on n'est pas très étonné quand on voit qu'Hidalgo à propos du truc de cet Américain là, comment il s'appelle, de McCarthy là, du plug anal, a dit jamais la mairie n'acceptera qu'on retire ce truc-là, et le lendemain le truc était par terre. Ouais. Alors, ça nous a bien fait rigoler. Il faut bien que moi j'ai rien contre les artistes contemporains, mais enfin il faut quand même vous dire et vous répétez qu'il n'y a pas de réciprocité, si vous voulez. Le Centre Pompidou expose des grands artistes américains, jamais le MoMA n'expose un artiste français. Voilà, ce mec-là, regardez, il y a Kunz qui est payé Versailles pour mettre ses... Bon, on aime, nous, personnellement, ça me donne pas de frisson, mais bon, et ils ont besoin du prestige. Et en même temps, sont maqués avec ça, les milliardaires Pinault et compagnie. Voilà, c'est tout ça, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été ministres de la Culture, qui sont maintenant au service de ces gens-là, au service artistique de ces gens-là. Il y a toute une espèce de connivence, une espèce de mafia, on peut dire, de l'art contemporain en France, qui est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Et toujours les mêmes qui sont aux commandes. Voilà. Si Pinault a eu son Sotheby à Pékin, c'est grâce à Filippetti et au gouvernement français. Voilà. Bon, bref, j'arrête là. Ouais, justement, qu'on laisse vivre les quelques artistes qui exposent à Bastille, qu'on leur enlève pas leur lieu de travail, sous prétexte qu'ils ne font pas partie de cette clique d'artistes contemporains subventionnés par les institutions. Enfin, c'est quand même ce qu'on demande en premier, c'est qu'on les laisse au moins s'exprimer, exposer leur travail, qu'ils restent pas soumis à des lois de marché où après c'est des gestionnaires privés qui demandent des milliers d'euros pour pouvoir leur permettre d'exposer. Enfin, c'est inadmissible. Et encore une fois, ces artistes-là ou ces artisans d'art ne font pas la quête. Ils travaillent, ils vivent dans des conditions parfois très difficiles. Voilà, ils sont pas au coin de la rue avec une sébile en train de demander de la thune. Ils travaillent, voilà. Et ils ont besoin de ce lieu de travail. Voilà, donc sur le blog de l'émission, j'ai rajouté le lien, il y a une pétition en ligne, j'ai mis le lien de cette pétition, et si jamais parmi nos auditeurs, vous passez sur le boulevard Richard Lenoir le samedi, il y a des tables, on peut signer aussi sur place et discuter avec les artistes. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Alain ? Je crois que c'est la même problématique autour du livre. Soit on vend du livre au kilo, du papier au kilo, et on invite Sheila à la télévision pour qu'elle présente son livre sur sa vie sexuelle, ce qui est totalement intéressant. Et puis à côté, il y a tout un tas de gens qui se démènent, des éditeurs qui eux font un véritable boulot d'éditeur, qui est aller chercher des écrivains, d'essayer de les faire connaître, et ils n'ont pas les moyens de diffusion, et on les prend pas dans les librairies parce que dans les librairies, c'est 35%, sinon rien, etc. Voilà, on retrouve la même problématique qu'autour de l'art. Il y a une marchandisation du livre, et là-dedans, l'écrivain, il est souvent laminé, et l'éditeur aussi. Parce que les éditeurs connus, est-ce que ce sont maintenant véritablement des éditeurs au service des mots et de la culture qui va avec? Bien sûr. Voilà, merci Alain. Voilà, donc mon presse-papier, moi voilà, une bonne surprise moi ce matin dans la boîte aux lettres, ça c'était la semaine dernière, c'est le journal Fakir qui était arrivé. Alors c'est un petit journal qui est venu d'Amiens, un journal qui se dit fâché avec tout le monde, ou presque, un journal indépendant et qui de plus n'a pas sa langue dans sa poche. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé cet été à propos de leur numéro à la façon de La Bastille J'y suis, qui racontait les vacances, les luttes, enfin le quotidien de tous ceux dont on ne parle jamais. Et on continue avec ce numéro d'octobre et de novembre qui titre « On ne les voit pas, on ne les entend pas, et pourtant ils sont partout », qui donc, les classes populaires. Le seul problème, en fait, avec moi, la lecture de Journal Fakir, c'est qu'à chaque fois, je termine en larmes. Alors, un des articles s'appelle « De l'air à France Inter ». Voilà, c'est un article qui pointe, tel justement les propos que tu rapportais d'Anne Hidalgo, toutes les contradictions entre les promesses, les belles paroles et puis la réalité. La direction de France Inter promet une radio qui saura entendre le pays, en faire une photographie. L'équipe de Fakir a écouté cette radio le 3 septembre
entre 5h du mat et 23h. Résultat des courses, 18 minutes sont consacrées aux classes populaires, c'est-à-dire 1,7% du temps d'antenne, et encore, dans cette poignée de minutes, des interviews de chômeurs qui approuvent leur propre contrôle. Alors, qui cause à France Inter ? Les artistes, comme des réalisateurs, des acteurs, des chanteurs, les experts, on peut plus se passer d'experts maintenant, les politologues, les psychologues, les juristes, les patrons, les financiers, les économistes, voilà. Les journalistes s'invitent entre eux et rigolent. Des journalistes parlent aux journalistes de journalisme, comme le fait remarquer Fakir. Les animateurs, eux, appartiennent tous au même monde social que leurs invités, études supérieures, grandes écoles, et viennent majoritairement de la bourgeoisie. Le temps d'antenne consacré au reportage représente 6%, donc difficile effectivement de rendre compte de l'intérieur des studios des préoccupations réelles de tous les Français. Voilà, rappelons quand même que les classes populaires représentent la majorité de la population et passent à la trappe sur les ondes des grandes radios, comme leur représentativité dans les sphères dirigeantes, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les mairies, etc. La directrice de France Inter, Laurence Bloch, semble consciente de cet entre-soi dans le discours seulement, c'est beaucoup plus facile, mais au vu de tout ça, la direction de France Inter refuse une interview avec l'équipe de Fakir. Alors dans ce numéro, il y a aussi un bel hommage à Antoine qui était un rédacteur du journal, qui est décédé cet été à 26 ans. Comme il disait dans le journal, un petit causeux, un glin faiseux, qui s'occupait de la rubrique des Wikiluttes et qui savait dénicher dans les ouvrages d'histoire sociale les luttes de tous ces héros qui restent méconnus. Donc il y a de très beaux articles qui reprennent sur quelques pages quelques grandes luttes comme la sécurité sociale, les retraites, des enquêtes au cœur de l'euro. Il y a aussi l'histoire d'Aurélie. C'est un petit bouquin que Antoine avait dégoté. Aurélie, journal du Noès aux éditions ouvrières. Aurélie qui est née en Algérie, qui est contrainte d'arrêter l'école parce que son père ne peut avancer un trimestre de pension et qui, à 42 ans, entre à l'usine de Belfort et devient militante syndicaliste. Il y a l'histoire de Laureline, une caissière qui termine sa période d'essai chez Cora, qui est payée 230 € les 6 semaines, à 35 heures par semaine, embauchée en contrat pro, c'est-à-dire qu'elle reçoit une formation bidon, puisqu'elle apprend la caisse qu'elle connaît déjà, et qu'elle sera payée 50% du SMIC. Voilà, dans ce journal, il y a encore d'autres histoires de vie qu'il faut découvrir. Et le mieux, même avec tout ce que j'ai raconté, c'est d'aller les lire. C'est beaucoup plus touchant et émouvant quand on a les lignes sous les yeux. Et Fakir, c'est 3 € le numéro. On peut le trouver en kiosque. Et voilà, c'est donc un achat qu'on peut faire s'il vous reste un petit peu de sous après avoir acheté Le Monde Libertaire, bien entendu. Ouais, Alain Non mais j'en profite. Oui. T'as un commentaire là-dessus, non ? Non, là, j'ai piqué ma petite colère. On va revenir après. D'accord. D'accord. Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'humain sur le canapé près du chat. S'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ces années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur.
sa vie qui était dans sa machine. Il va réveiller maman, peut-être lui dire toujours pas de lettres. Il reviendra, pense à nous, t'en fais pas là-bas, dans la guérilla, au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Il dit en raccrochant son bleu. Mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça. La, 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 Voilà, c'était Renaud qui interprétait Son bleu. Sur Radio Libertaire, oui, vous y êtes toujours, enfin si vous êtes réveillé, si vous n'êtes pas endormi dans votre fauteuil, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, qui reçoit ce matin Alain Callès, dont vous avez déjà entendu la voix charmeuse qui nous berce depuis une demi-heure presque. Non, il n'a pas parlé pendant une demi-heure, mais là il va parler après l'extrait que va vous lire Piquet-Coup sur un de ses bouquins, Paris Vibration, de l'ouvrage Paris à la folie, voilà, que vous pouvez trouver, si vous le commandez, à la libraire Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Aubert-Camphy du Calvaire ou République, voilà. À toi, ma camarade, c'est te vol nous causer de l'ouvrage de Paris en folie. Ouais. À moins qu'Alain, tu veuilles présenter un peu ton livre avant ou... Non, en fait, si, après, ouais. D'accord, ok. Donc je lis Paris Vibration. Paris, sous ton air propre de rentrée des classes, je sens tes vibrations. Je sens que gronde encore l'esprit des insurgés. Je sens que le rire roule sur la scène et que ton poing est à portée de cri, prêt pour un éclat de joie dans une gaieté tumultueuse. Paris, tu as la joie à portée de main comme un vélib, tu es prête à sillonner tes rues et à les faire germer, des germes de bonheur pour la beauté et pour le plaisir. Paris, ton jus dégouline à mes babines comme un suc de grenade. Paris, ta nuit m'enveloppe d'une tendresse armée. En coignure poisseuse où gît le clochard à l'abandon, la faim et la soif au bide, les pieds chauffés par un chien en meilleure santé que lui. Ses jambes ne l'ont pas porté jusqu'à la mie de pain, esquif dans la solitude de la ville où l'on s'accroche pour un repas chaud et un lit où poser sa lassitude sur l'oreiller. Toujours seul parmi tous les prolétaires migrants de la misère. Des biffins aux portes d'un Paris qui se grattent les puces, périphérique des chiffons et boulevard des casseroles à la vie cabossée. Paris, quand ta police traite d'un revers de matraque la misère, tu pues de la tête, tes poux tu dévores la raison et la démangeaison excite le bourgeois derrière ses fenêtres closes. Paris, quand tu repousses d'un coup de balai méprisante tous les chiffonniers de l'autre côté de ton seuil, derrière le périphérique, alors tu pues de la tête et je ne t'aime plus. Je te hais le temps d'une colère, le temps d'une chanson de Léo au bout du micro poussé à la mutu, avant de partir vous foutre sur la margoulette. Paris, quand tu t'habilles bleu marine et bottes casquées, tes rues sont lugubres et longues comme une nuit froide de novembre. Et pourtant, tu as bercé mes yeux d'enfant, tu fais germer mes rêves sur tes terrains vagues, tu m'as réchauffé l'âme un soir de barricade, tu m'as promis l'amour dans les reflets de la Seine embrassée au vert galant, cette proue d'un navire citadin et immobile tournée vers le Havre et le zouave de l'Alma. Paris, je t'embrasse sur la bouche pour remonter à la source des vents, là où le feu follet rejoint la mer. Allez, viens là, ma mouffe, que je te bouffe l'entrejambe qui ruisselle de l'espoir. Ce soir, j'ai la tendresse toute mouillée. Merci Dominique.
Bien. On va se faire une pause musicale avec une musique choisie par Alain, mais il en parlera après. D'accord. Ouais, après on le laisse. Il va faire l'émission. Alors c'est une musique, oui, choisie par Alain. Donc ça va être Elisabeth qui chante la rentrée des classes. Où t'en vas-tu, petit garçon? Tous les arbres roux de l'automne, je sens passer comme un frisson quand j'entends la cloche qui sonne. Avec ton sourire moqueur, où t'en vas-tu, petite fille? Je sens comme un coup dans le cœur quand j'entends qu'on ouvre les grilles. Écoutez les cahiers qui claquent sur le comptoir des papetiers, c'est le signal du jeune massacre, ils nous rabattent le gibier. Faut dire que la rentrée des classes, pour nous autres les enseignants, c'est un peu l'ouverture de la chasse, d'ailleurs ça tombe au même moment. Ils font la touche haute devant la porte, avec le cœur bien palpitant. C'est tout ce qu'ils ont, l'émotion forte, quand ils n'ont pas encore 12 ans. Bien sûr, on peut plus jouer de la trique comme autrefois dans le bon vieux temps. Mais il y a des trucs aussi pratiques qui font souffrir par le dedans. Il y a le zéro que l'on colle à la fille un peu maquillée, et dont les larmes vous consolent de la voir si courte habillée. Il y a celle dont les seins provoquants vous donnent des fourmis dans les mains, et que l'on rattrape au tournant quand revient le temps des examens. On garde le coup de l'orientation pour les dures et les fortes têtes. Ce sera même plus de la sélection, mais carrément de la moulinette. On se les enverra à l'usine, gros sur la troupe des prolos. Un mot de plus et je te ratatine d'un simple trait de mon stylo. Quant aux braves et bons élèves, ça fera des cracheurs d'impôts, des hauts les cœurs, des marches ou crèves, des planteurs de petits drapeaux, des conjoints de récipiendaires et des médailles du travail, avec des cœurs de frigidaires bien protégés par les médailles. On sait qu'aux portes des communales, il y a des sadiques et des vicieux, on les retrouve au tribunal, c'est peut-être pas eux les plus dangereux. J'en connais des très respectables, manières fort élégantes, qui cachent au fond de leur cartable des idées pas très reluisantes. Écoutez les cahiers qui claquent sur le comptoir des papetiers, c'est le signal du jeu de massacre, ils nous rabattent le gibier. Faut dire que la rentrée des classes, pour nous autres les enseignants, c'est un peu l'ouverture de la chasse, d'ailleurs ça tombe au même moment. C'était Elisabeth, la rentrée des classes. Sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, avec notre invité qui va pouvoir enfin s'exprimer. Alain Callès, d'abord à propos de l'extrait qu'a lu notre camarade de Pitiécou, Paris à la folie, qu'elle a puisé dans Paris à la folie, puis après aussi sur ses choix musicaux. Et puis il pourra se présenter aussi en même temps. Tout ça, allez Alain, c'est à toi. C'est à moi. Bon, d'abord pour dire que j'ai été particulièrement ému de la lecture que tu en as faite. Vraiment, ça m'est allé droit au cœur, voilà. Ah ouais. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'est comme ça. Ça m'est allé droit au cœur et tu me faisais ressentir ce que je sentais certainement quand je l'ai écrit. Voilà. Donc ouais.
Je suis très content de ce moment. Merci. Sur le choix d'Elisabeth, vous l'avez compris, j'aime pas tellement l'éducation nationale. J'ai eu quelques difficultés avec, puisque je vais pas vous commenter toute ma vie, mais disons que je commençais bien la carrière en me faisant virer d'école maternelle. J'ai eu une enfance un peu chaotique et mouvementée. Et l'école n'était pas tellement mon truc, même si j'ai eu des profs, notamment de littérature, avec qui j'ai eu des partages passionnants et passionnés. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quelques phrases sur toi, sur le pourquoi de cet engagement dans l'écriture, particulièrement, mais d'autres engagements aussi, évidemment. Voilà, on a quand même 3/4 d'heure pour en parler. Ouais. L'engagement sur l'écriture, finalement, ça m'est venu plutôt sur le tard. J'ai un petit peu tout fait dans ma vie, tous les boulots. J'ai été à des postes de direction, j'ai bossé sur une chaîne, j'ai été libraire sur une librairie hautement militante qui n'était pas Publico, qui était Liaison Directe à l'époque. On imprimait le journal du Cap, le Comité d'action des prisonniers, les discours d'Élip, etc. C'est pour vous donner la tendance. Très autogestionnaire, j'ai eu un parcours de syndicaliste à l'époque où le syndicat était autogestionnaire. Bien entendu, je me suis barré rapidement, au bout d'un certain temps, et quelques victoires. Et puis j'ai beaucoup milité au sein du MRAP contre le racisme pendant très très longtemps. Tout ça pour vous dire que j'ai souvent été très impliqué dans la vie sociale, et c'est ce qui m'a forgé. C'est ma sensibilité. Donc, à ce titre, je commençais à écrire, mais j'avais un petit peu mal quand même avec les mots. Et puis, en parallèle à ça, j'ai beaucoup bu, tellement beaucoup bu que on me donnait pas un mois à vivre, à la fin. Et je m'en suis sorti. Je vais pas vous faire pleurer dans les chaumières. Disons que je connais tous les hôpitaux du sud parisien. J'ai été ramassé partout. J'ai fait toutes les urgences. Voilà, et dans ces pérégrinations, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un grand camarade à moi, que vous connaissez sur Radio Libertaire, qui est Vania Adrien-Sens. Je me promenais pas mal éméché dans un parc, et il y avait ce gars-là qui était en train de chanter. C'était un gala de soutien à la librairie Jonas. Corde Renouveau, les fascistes de l'époque, faisaient sauter très régulièrement. Et il chantait du Gaston Coutet. Je connaissais pas Gaston Coutet. Je me suis arrêté, j'ai posé mon cul, j'ai écouté, et tout ça s'est terminé très tard dans la nuit. On nous a sortis du parc. Vous savez, ils enferment les parcs à clé dans Paris. C'est rigolo, parce que les parcs, ils vont pas se barrer. Jamais compris. Bon. Et donc, nous, on s'est fait foutre dehors, et on a terminé autour d'une bouteille. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai choisi la dernière bouteille avec Vania, parce qu'on a arrêté de picoler tous les deux. Et voilà, et il y avait les mots. C'était déjà les mots qui étaient là. Et puis, comme j'étais allé très loin là-dedans, quand j'en suis sorti, j'ai recommencé une autre vie où personne ne me connaissait. Et au bout de 20 ans, j'ai fait un petit peu mon coming out. Voilà, je suis sorti, j'ai écrit une lettre à mes amis, les quelques rares qui me restaient, qui me connaissaient à l'époque. Et là, les gens m'ont dit, reviens nous voir. C'était à Vie Libre, un mouvement d'anciens buveurs, qui m'a aidé à m'en sortir. Et donc, je suis allé les voir, et ils m'ont dit, mais ta lettre, elle nous est allée droit au cœur, je fais vite, continue à écrire. J'ai écrit, on m'a demandé d'écrire un texte autour du mot effluve. J'ai donné le texte, il n'y a pas eu d'écho. C'est un alcoologue qui l'a utilisé parce qu'il cherchait à faire sa promotion, Bon, voilà, je commence à voir les détournements des choses. Peu importe. Et de là, je me suis dit, je vais écrire mon expérience, et j'ai fait un premier livre qui s'appelle Éclat de verre sur mon parcours, et sur aussi comment s'en sortir, comment on peut faire, comment répondre à quelques questions, un truc un peu porteur d'espoir. Et de là, les mots m'ont pris, Les mots m'ont pris, et
à force de me les extirper des veines, j'ai acquis une sorte d'automatisme avec les mots. Et maintenant, c'est un peu une manière de vivre pour moi. Je peux pas faire autrement que d'écrire, même quand j'écris pas. J'ai toujours un carnet, j'ai toujours voilà, je peux pas faire autrement. Oui, ça je peux comprendre parce que j'ai un ami alcoolique aussi, comme tu l'as été. Je sais pas s'il y est toujours. Enfin, il était quand même, qui est poète et si tu veux, quand il est comme toi possédé par les mots. Enfin, c'est lui qui m'a appris ça en tout cas. C'est pour ça que je comprends un peu. Je crois que je comprends ton discours. Et quand il écrit un poème, il l'écrit d'abord dans sa tête. Et après, il a plus qu'à le recopier sur un bout de papier, quoi. Ça, c'est une chose que moi, je suis incapable de faire, mais non seulement en poésie, en écriture, mais aussi en travaux plus peinture, en sculpture, etc. J'ai jamais rien de préconçu dans la tête, mais je pense que pour l'écriture, c'est pas plus mal d'être complètement investi par gens, comme tu dis, par les mots, et puis de vivre avec en permanence, quoi, pour pouvoir écrire des choses qui tiennent debout. Parce que l'écriture, c'est pas quand même quelque chose de très facile. Mais quand on lit tes bouquins, effectivement, on a cette sensation de mots qui arrivent, quoi, qui sont le boulevard des casseroles, des choses comme ça. Ouais, c'est assez fabuleux. On sent qu'il y a toute cette effervescence qui est là, qui demande qu'à sortir, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ça peut être, je crois, ça peut s'expliquer par la vie que tu as vécue, quoi, dans ce temps où tu étais vraiment à la ramasse, quoi. Je pense que ça a été au fond des choses et qui, voilà, c'est un petit peu un processus naturel, en fait. Je crois que si on arrive à s'en sortir, en tout cas, on peut après faire des choses qu'on n'aurait jamais eu l'idée de faire avant. Oui, mais les deux vont ensemble, parce que picoler jusqu'à la mort, c'est vouloir marcher des deux côtés de la frontière de la vie et de la mort. Et les mots, c'est vouloir marcher des deux côtés de la frontière aussi des mots, parce que les mots, ça va au-delà du signifiant et du signifié. Les mots, pour moi, c'est une musique. C'est essentiellement d'abord des sons et une musique dans la tête, et puis ça vient. Il y a des fois, je me dis, je découvre le sens après. Et pourtant, je sais que c'est juste. Je sais que l'assemblage des mots comme ça, il est juste. Et la multiplicité des sens me vient après. C'est étrange. Non, mais je crois que c'est ça la création. Enfin bon, en tout cas, un de ses aspects majeurs. Ouais. Tu nous veux une musique ? Tout de suite, là. Bah donc, oui, le deuxième morceau choisi par Alain. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves
pauvres qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté, liberté chérie. Ce qu'on la tue n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie, et la fraternité se meurt. Et la fraternité se meurt. Voilà, c'était Mélis Mel qui interprétait Aux armes. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste à Racaille, avec Alain Calès, qui a choisi cette chanteuse qu'on avait, nous, découvert il n'y a pas tellement longtemps. Il va vous en dire quelques mots avant de passer aux choses vraiment... Je ne veux pas dire que c'est moins sérieux que ce qu'il va évoquer après, mais quand même, voilà. À propos de Mélis Mel, moi je la connais peu, hein, je l'ai vue, je l'apprécie, moi elle me fait frissonner cette fille. Elle est habitée, voilà. Elle est habitée par les mots, par la musique, et ça passe, quoi. Quand elle est sur scène, ça passe. Ben voilà quelqu'un qui en ce moment ne va peut-être pas continuer la chanson parce qu'elle arrive pas à en vivre, parce qu'elle en crève, quoi. Moi ça me tombe des bras que des gens qui sont je sais pas le mot compétence, je sais pas quel mot utiliser, d'une telle envergure, on leur rogne les ailes, quoi. Ils peuvent pas voler, que c'est l'albatros de Baudelaire. Moi, ça me fout en colère. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça peut pas laisser indifférent quelqu'un comme Mélis Mel. Non, bah nous on aime, en tout cas. Ouais, voilà. Et bon, voilà. moi ça me plaît parce que... Alors pour en revenir au bouquin un petit peu et aux mots et à ma vie, parce qu'on fait un mélange de tout, dans mes pérégrinations, il y a des choses que j'ai faites. On est venu me chercher, voilà, le pouvoir politique, à un moment donné, est venu me chercher. J'ai jamais été naïf, hein, pourquoi il est venu me chercher, c'est parce que, j'avais un réseau associatif, 2, j'étais bien marqué... on va dire du côté gauche, mais je me revendique pas non plus sur un échiquier politique. Mais bon, j'étais bien marqué et j'avais un petit peu de caution. Voilà. Et j'avais fait dans la lutte contre les discriminations. Donc dans une ville de banlieue, on est venu me chercher, puis j'ai dit oui. Un peu comme une pute, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, de l'autre côté de la barrière, peut-être qu'on peut faire des trucs. Et bon, voilà, j'ai essayé de faire des trucs. Il y a des trucs qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais surtout, ça m'a permis de voir et d'observer seconde après seconde le milieu politique. Et bon, pour moi, c'est affligeant, quoi. Je pense vraiment, sincèrement, que la République est morte. On est en train de discuter sur une 6e République. Non, c'est fini. Il faut complètement réinventer autre chose. Il faut enlever la main aux élus. Il faut faire en sorte que les gens qui font pour la chose publique, parce que c'est ça la République, c'est la chose publique, ce que ça veut dire que ceux qui font pour la chose publique soient directement mandatés par les gens et sur des listes qui sont des listes de gens désignés par tirage au sort.
Parce que les partis politiques, c'est des usines à ego. Et ce ne sont que des batailles d'ego dans le monde politique. Et ça, faut que ça cesse. Et donc, ça peut être que sur des mandats extrêmement courts, extrêmement précis, immédiatement révocables, sur des gens qui sont tirés au sort, payés pour qu'ils n'aillent pas dans les pots de confiture, hein, bien normalement payés. Et voilà. Et à la fin du mandat, on passe au suivant. C'est pas honteux. On fait un temps et on repart. J'en suis vraiment convaincu. Et là, pour avoir vu de près, je le savais avant, mais de boire à la coupe, ça m'a permis de voir ça vraiment. Et d'ailleurs, je vais sortir un livre. Là-dessus, il sort le 10 décembre. Pour vous dire, au début, je l'avais intitulé « Ça sent l'andouillette dans les couloirs humides du pouvoir ». C'est génial. Et puis, on m'a dit « Bon, allez, ça fait un peu racoleur, Alain ». Donc, il s'appellera « Petit traité de savoir-vivre à l'usage des politiques ». Bien entendu, c'est un clin d'œil à Raoul Vaneigem qui commence, que j'utilise en prologue à ce que j'écris. À ce que j'ai écrit sur cette petite expérience, c'est un livre un peu pamphlet, mais c'est vrai que j'ai vu des gens, moi, quand je vois quelqu'un qui est issu de l'école communiste, etc., si généreuse, si tout ce qu'on veut, arriver à jeter le haro sur les Roms, à mettre sa bagnole en travers pour que les Roms puissent pas disposer de logements. Attention, des logements passerelles, hein, dans des conteneurs, c'est pas des places de HLM qui volent, vous voyez. Tout ça pour pouvoir aller flatter les plus bas instincts des électeurs pour pouvoir être élu. Ce mec, il a beau être issu du communisme, il est en train d'enfourcher les bottes de Doriot. Et ces mecs-là, faut les virer, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Doriot qui était communiste aussi. Hein? Doriot qui était communiste. Oui, c'est pas par hasard que je dis de Doriot. Hein. Voilà, bon, là c'est gravissime, mais souvent la politique, ça amène les gens à faire des choses. Hein. Oui. Non, mais c'est bien moi je pense que tu as eu le courage d'aller voir ça un peu de l'intérieur. C'est le genre de choses, j'aurais absolument pas ce courage-là. Mais bon, comme ça, tu parles de choses que tu connais vraiment. L'intérieur, c'est pas des spéculations d'intellectuels à la ramasse, mais c'est une expérience, un vécu. Et en même temps, si tu peux le traduire par des livres, tant mieux pour nous. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a des gens qui sont dévoués. Il faut voir aussi que les élus, ils essaient de faire des choses. Hein. C'est pas les gens individuellement qu'il faut taper. Ça me paraît ridicule, hein, de mettre les gens au peloton d'exécution. C'est ridicule. C'est le système qui génère ça. Donc c'est le système qu'il faut changer. C'est pas les gens. Moi, j'ai vraiment espoir dans l'humanité. Mais si le système est bon, les gens pourront donner du jus bon. Si le système est pourri, les gens auront des comportements pourris. D'accord. Ça, on est assez d'accord là-dessus. Ouais. Et puis après, c'est vrai que quand on a des communes qui ont énormément d'habitants, c'est encore plus compliqué aussi. Il y a une question de taille Bien sûr, il y a une question de taille de commune, de concentration de la misère sur des communes, etc. Il faut surtout pas nier ces réalités-là. Et là, c'est vrai que les élus se coltinent toute cette difficulté. C'est le dernier point de contact entre les gens et le système social. Hein. Il faut le voir aussi. Je suis pas en train de cracher totalement dans la soupe, mais c'est le système en lui-même qui est à chambouler totalement. C'est pas les gens qui sont là. Alors après, bien sûr, la course à l'ego, tout ça c'est autre chose. Bon, on est peut-être un peu loin des livres, mais ça traverse mes bouquins aussi, tout ça. Alors bon. Oui, puis c'est un peu tout ça qui t'a peut-être incité à employer des mots. Et à travers tes livres, comme tu dis, c'est traversé, mais en même temps, c'est peut-être ce qui sous-tend tout ton travail d'écrivain. Oui, oui. Les mots et le faire ensemble et l'aspect social des choses, la fraternité, quoi. C'est un très joli mot, fraternité. Oui, ça fait partie. Un très joli mot, mais que les politiques n'emploient plus du tout. Il est dévoyé. J'ai jamais entendu un politique parler de fraternité. Enfin. Il est dévoyé. Ouais. Mais c'est un très joli mot. Bien sûr, comme égalité, comme liberté, c'est des jolis mots maintenant. Ce ne sont plus que des jolis mots. Il n'y a plus de contenu. Si nos amis kurdes bénéficiaient de fraternité,
les choses se passeraient autrement. Bien sûr, mais quand on voit que ça fait des semaines, pour pas dire des mois, que les plus hautes autorités mondiales se consultent, se reconsultent, se reconsultent pour savoir ce qu'il faut faire à propos de cette ville martyre assaillie par ces espèces de fanatiques sanguinaires. Voilà, on peut se poser des questions. Et puis les Turcs ont envoyé hier aux infos une ambulance chargée de blessés, mais graves, qui essayait de passer en Turquie. Elle était bloquée à la frontière. Là, on arrive à un point. Enfin, on dit que la Turquie, c'est un État islamique modéré. Moi, je crois pas qu'il y ait un islam modéré. Je crois qu'il y a un islam, il y a une chrétienté, il y a encore et puis on a ce fameux État israélien, et que tout ça avec la religion intimement liée à ces États, à ces façons de penser, etc. Ça peut pas être modéré, quoi, parce que c'est quand même les excités, ils sortent de cet islam soi-disant modéré. Non ? Oui, tout à fait. Mais la Turquie c'est une religion qui utilise un appareil étatique extrêmement fort. Bon, on peut rien en attendre. Les Kurdes se font tirer dans le dos. Oui, tout à fait. Soyons clairs. Oui, puis les Kurdes, ils ont été bananés régulièrement dans leur histoire par des gens qui, soi-disant, les soutenaient. Ils les soutenaient jusqu'au point où on s'arrangeait diplomatiquement avec leurs ennemis. Et puis eux, ils étaient encore une fois de plus maltraités, oubliés, martyrisés, etc., etc. On peut dire que c'est un peuple depuis, disons, un siècle, quoi. Oui, depuis la fin de la guerre de 14-18, où les vainqueurs ont divisé le monde de cette façon. Et sous la pression de la Turquie, on fait que les Kurdes soit le plus grand peuple, le plus nombreux peuple au monde à être sans terre, sans frontières. Voilà. Il y a 40 millions de gens qui sont sans frontières dans cette région du monde. C'est une civilisation. On a interdit de parler leur langue, etc. Et il y a de très grands poètes chez eux. Oui. Et, Toi, tu participes un petit peu aux manifestations, à tout Oui. Je suis déjà allé au Kurdistan, je connais un peu la région et les gens. Oui. Parce que tu as un blog là sur lequel tu t'exprimes, donc si on peut aussi aller lire un petit peu tes billets sur ton blog. J'ai vu que tu avais fait un papier sur les Kurdes, justement. Oui, bien entendu. J'ai ça à cœur. C'est une cause, effectivement, que j'ai à cœur. C'est des gens, quand vous les rencontrez, il y a une fraternité qui se dégage, une droiture, une simplicité, une droiture qui est assez impressionnante. Pour moi, c'est vraiment des amis, quoi, vraiment des amis. Ouais, mais c'est eux qui ont les Peshmerga. Oui. C'est ça. Ouais, je me souviens avoir travaillé dans un journal qui s'appelait Reporter, un magazine, et on avait fait un reportage justement sur les Peshmerga, mais c'est dans les années 70, tu vois. Et je vais vous dire, la liberté, c'est la femme dans le jardin. Alors ça, c'est un slogan politique. En 2003, alors que la guerre d'Irak commençait, moi j'étais au Kurdistan, il y avait 500 000 personnes qui manifestaient, manifestation interdite par l'État turc, donc vous imaginez, sous les hélicoptères et tout. Ben voilà le slogan politique. La femme, le jardin et la liberté. 500 000 personnes sous ce slogan. C'est-il pas beau? Oh oui. Oui, on n'a pas ça chez nous. Les gars apportaient la dernière bouteille, il nous reste du vin, que faisions dans le temps, versera grand flot, la liqueur vermeille, pour fêter ensemble les 80 ans. Du vin comme ce qu'il-là, on en voit à Pierre, des vignes d'aujourd'hui, donnent que du farju. Approchez les gars, remplissez mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Ah, j'en boirais plus, c'est ma triste à dire, pour un vieux paysan qui a tant vu comme moi, le sang les vendanges dans un clair sourire, pisser du perçois comme de l'eau du tué. On aura beau faire, on aura beau lire, faudra plus d'un jour pour remplir mon fût, mais ce sont les vignes qui rougissent mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirais plus.
vie où l'on crève la faim. Et l'on vend pour rien le bien de son grand-père. Et l'on brûle les vies, ça y n'amène pas de à l'avenir le vrai Jules Latray, ça sera pour ce petit-là, aura les sécus pour moi qu'une la dernière bouteille, j'ai comme dans l'idée que j'en parlerai plus. Oui, c'était... Excusez-moi. Adrien Sens. Voilà, la dernière bouteille. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans bête, sans pub, à Racaille, une émission consacrée consacrée à Alain Callès, écrivain, poète, dont vous avez déjà entendu un petit peu l'expression. Voilà, il y a pas mal de coups de téléphone, on s'excuse auprès des auditeurs auxquels on ne répond pas, mais bon, on ne peut pas répondre à tout le monde à la fois. Voilà. Alain va vous parler maintenant quand même un peu de ses bouquins. On espère qu'il va pas dériver. Donc, allez, je vais plus parler de politique, hein, c'est pas bien. Oh bah non, mais vous aimez pas les gros mots ici, j'ai remarqué. Allez. La manière dont alors ça c'est dégueulasse de dire. C'est dégueulasse. Hein. Alors dans les bouquins, je vais faire un ordre chronologique. J'aime bien écrire des lettres. Alors des fois certaines sont assez comiques et font rigoler, d'autres sont un peu plus poignantes. Je les envoie en général. Des fois, je les envoie pas quand c'est une lettre à Vincent Van Gogh, c'est trop tard. Quand c'est une lettre à mon pote Vania que vous venez d'entendre, eh bien, il la reçoit. Quand c'est une lettre à la folie, c'est beaucoup plus complexe. J'ai toujours côtoyé la folie de près. C'est quelque chose qui, toujours, des deux côtés. Marcher des deux côtés. J'aime bien les conduites à risque, etc. C'est une affaire de tempérament. Et en dehors des lettres, il y a ce texte Paris que j'aime beaucoup, donc Paris à la folie, avec ses horreurs, avec son Sacré-Cœur qui dégouline sur la commune. Non, tu crois? Mais j'explique dedans comment on pouvait dans le temps piller les troncs gentiment et aller se bourrer la gueule à côté. Parce que bon, je suis un petit peu bourlingué quand même. C'est de la reprise individuelle, quoi, c'est voilà, réappropriation et des choses. J'ai commis un livre alors avec un comparse qui s'appelle Claude Gaine. Claude Gaine, c'est un modeste, c'est un excellent guitariste qui accompagne souvent Nathalie Solence, une chanteuse qui a une très très belle voix aussi, de beaux textes. Et alors, on a fait ce livre. Sur une page, il y a un texte, sur l'autre page, il y a un dessin. C'est un excellent dessinateur. C'est un des dessinateurs qui était à Sexpol, un des tout premiers de Sexpol. Et sur la première moitié du livre, c'est le texte qui est en écho au dessin, et sur l'autre moitié, c'est le dessin qui est en écho au texte. Et à chaque fois, c'est en vis-à-vis les dessins sont en vis-à-vis. Je peux vous lire un petit extrait de la jointure entre ces deux démarches. C'est un extrait, je tombe en plein dans le texte. Des mots pour les portes mortes dans l'embrasure de la mer. Des mots pour la symphonie des ports à l'orée des putains de soie. Des mots posés sur le quai pour des partances sans fin. Des mots pour le bout de la nuit dans la fraternité de l'exil. Des mots mapmonde pour faire le tour du soleil dans ton œil. Des mots pour le sang qui les berce jusqu'au cœur. Des mots qui jaillissent du ventre des décombres du mi-temps du siècle. Des mots noirceurs de peur pour les cris ravalés. Des mots de silence pour les cris sans papier. Des mots de sel pour les larmes des autres. Des mots piqués point à point pour la larme vénéneuse du scorpion. Des mots à crocs découverts pour la solitude des enfants. Des mots de soir d'été pour apaiser l'horizon de nos mémoires. Des mots pourpres pour la froideur magistrale qui zèbre les cours des tribunaux. Des mots sonores pour le creux des gamelles
au bout des truffes de la faim. Des mots de rage pour fondre les barreaux des cages. Des mots pour tenir à bout de cœur ton corps qui fleurit. Des mots pour habiller le destin d'une chaleur fraternelle. Des mots debout pour lever le point de vue fraternel. Voilà. Alors Claude, il a fait un petit dessin autour de ce bouquin. J'ai je sais pas de combien de temps je dispose. J'ai un autre bouquin. Alors là où c'est de la poésie pure, il se décompose en 3 parties. Il y en a une, c'est une expérience. J'ai jeté 2 lignes dans n'importe quelle situation où je me trouvais, d'un 1er janvier à un 30 juin. Voilà, et c'est 2 lignes qui sont bout à bout. Et je vais vous dire juste pour vous montrer l'exemple, un exemple. J'étais dans une situation où une élue particulièrement sordide essayait de me faire porter un chapeau que je n'avais pas à porter. Enfin, elle se débinait sur moi et je disais rien parce que c'était vil, c'était veule et tout, et j'allais pas m'abaisser à ça. Et ça faisait 1 heure que ça durait et je ne bougeais pas. Et au bout d'un certain temps, je jette 4 lignes sur le papier. Je vais vous les lire, vous allez voir comme c'est loin des choses. Des mots jambes de bois pour claudiquer dans la tête de l'homme qui avance, funambule sur un fil d'oiseau. Des mots carapace de scarabée pour la traversée des déserts assoiffés d'ombre. Et à la fin, j'ai terminé par des mots de gorge pour le ravin entre les pages du livre blanc. Vous voyez, voilà comment d'une situation peut naître d'autres choses. Et la fille était très contente. Elle s'est dit, une note enfin qui est... voilà des choses amusantes. L'alcool n'est jamais totalement absent. Je sais d'où je viens et je sais qui sont mes frères de sang. Ils sont souvent édentés. Et on reconnaît le parcours souvent d'un alcoolique à sa bouche. Soit il a une belle dentition, c'est qu'il sait faire toute la gueule et qu'il a réussi à remonter la pente. Soit sinon, on voit la profondeur du parcours. Parce que bien entendu, quand on est au fond des choses, on ne soigne pas Bézef. Nous, les gens de peu. N'y voyez pas une référence avec les édentés, quoique. Nous, les gens de peu. Nous, les alcooliques du caniveau. Nous coupons les télés, nous augmentons le son des steppes où nous n'avons plus le droit à l'oubli. Nous érigeons le droit au bonheur, celui qui exige le courage d'être la force nécessaire pour être parmi vous, parmi nous. Là où la douleur clapote dans le cri, marée noire à l'écume des mots et des cris, flot qui dessèche les cris, là où s'échoue l'âme de l'innocence. Nous dans le silence étouffé, nous aux cris sans son, nous aux hurlements sans voix, nous les gens emmurés de la nécropole, nous les surfeurs des frontières, nous les destroyers de la peur, nous accrochons le masque de l'enfance avec le fil du suicide au mur des rédemptions. Nous les gens de peu, nous les débordés du trop-plein, nous les dégoûtés du trop-peu, nous, dont le vomi gicle sur le plastron des certitudes, nous cousons la cicatrice sur le silence de la gangue, drapant la mort d'une écharpe de tendresse. Nous, les gens à l'anus de l'âme violée, nous, les alcooliques, aux tuméfactions marquées au feu violet, nous vibrons grinçant de l'archer sur le violon, qui crie le parcours du fond à la guérison. Nous, au cul gai, nous, au sexe en bandoulière, à l'épaule des amours échoués, nous, dérision de l'hyménée, nous accrochons la flèche à l'arc de la tendresse, nous accrochons le sourire au crisson de l'humour, nous accrochons des accroche-cœurs au sourire de la mort. Nous, les gens aux dents gâtées, nous, les alcooliques au sourire miné, nous, aux rides encrassées par l'accélération du temps filant vers sa mort, nous, aux pages du désespoir mitées par les vers sans poésie, nous accrochons des notes sur les portées où luit l'espoir dans le miroir des regards. L'espoir. Nous,
Les gens des mots décousus, nous les alcooliques de la poésie écorchée. Nous accrochons des lunettes de soleil au cul vide des bouteilles sans étoiles. Nous éteignons les étoiles pour que les araignées cessent de suspendre au mur de nos nuits. Blanches comme la froideur du cadavre, raides comme les colonnes vides de nos comptes en banque. Nous accrochons le souffle de la déraison aux armes des navires qui nous arraisonnent. Là, au cœur des nuits à l'âme gyrophare, dans les hôpitaux où l'on refuse les blessures oppressantes derrière les portes sécurisées des urgences. Là où l'on récuse les délires des sacrifiés à l'autel des alcooliers. Nous, la sueur perlant au foie, nous descendons de nos croix. Nous, les mains, je suis un peu ému. Nous, les mains moites de l'angoisse séchées au bal des Titanic, nous tendons nos moignons de vie vers la chaleur du soleil et la tendresse des vagues qui caressent nos corps usés, nos langues râpées au feu des désillusions. Nous tendons nos couvertures sans trame au bercement du hamac où gît dans son dernier sommeil l'accolade de la solidarité. Le parcours, notre parcours, ce parcours qui est la lucidité, cette blessure la plus proche du soleil, notre parcours du déclic à la nouvelle naissance passe par les méandres du caniveau, les flatulences des commissariats, l'indifférence des bien assis dans leur corps, les amours lacérés par les éclats de verre, les enfants qui s'éloignent à l'horizon, les espoirs noyés dans les vidanges. Le parcours, notre parcours, c'est, dans la froideur d'une nuit sans étoiles, à l'ombre d'une danse macabre, la déchéance qui enlace l'humiliation sur un rythme désaccordé. Au rivage des caniveaux, le sort fait son tri et laisse le danse des sens, la lie à la mort. Peu, parmi les gens de si peu, ces alcooliques du caniveau sortiront vivants de ces rivages, de ces paysages où l'inerte a plombé l'espoir. Nous savons au tréfonds de nos tripes notre divorce avec le bonheur, et nous surnageons dans les décombres de l'hécatombe. Nous fleurissons les tombes de nos amitiés desséchées. Tous, n'oublions pas, parmi nous, parmi vous, nous, c'est vous. Magnifique. Je sais que ça fait penser à Jean Rictus. Tout à fait. On a trouvé notre Jean Rictus. Oui. Ouais. Très émouvant. Ouais. Acceptez que le temps creuse les vallées. Acceptez que les sentiers soient détournés. Acceptez que les anciens soient effacés. Acceptez de sans cesse recommencer. Exploser des richesses de nos cités. Exploser quand il y a tant de pauvreté. Exploser des mots dont on meurt à l'oumé. Exploser quand on guérit dans nos contrées. Refuser qu'un peuple soit exterminé. Refuser qu'on le prive de liberté. Refuser le mensonge et l'absurdité. Refuser de se laisser manipuler. Accepter de ralentir en bout de vie. Accepter que les papilles perdent l'esprit. Exploser que de terribles maladies. Exploser touchent les jeunes et les gentils. Accepter de vivre encore après ta mort. Accepter d'en aimer un autre aussi fort. Refuser la haine pour un désaccord. Refuser de trahir pour un lingot d'or. Exploser, vivre encarté de partout. Exploser, des tapes étroites, des poignards. Refuser, et taper mon cul, c'est plus doux. Refuser de se prosterner à genoux. Accepter
un jour de détacher les liens, accepter de prendre chacun son chemin, accepter de grandir avec le chagrin, accepter de pouvoir ni comprendre rien, exploser, que l'homme est pourri, mer et terre, exploser, qu'il continue dans l'atmosphère, exploser, que l'argent gouverne la terre, exploser, que des enfants fassent la guerre, refuser de mijoter dans nos cocons, refuser de somnoler à nos balcons, refuser loin des bourrasques et des flocons, refuser enfin d'être pris pour des cons. Accepter que le temps creuse les vallées, accepter que les sentiers soient détournés, accepter que les anciens soient effacés, accepter de sans cesse recommencer, 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 recommencer. C'était Nathalie Solins, Refusée. Toujours sur Radio Libertaire, on va entamer le dernier quart d'heure avec Alain Callès, écrivain, poète, qui sait causer de son travail, qui va tout de suite vous lire peut-être, enfin c'est lui qui m'a proposé de vous lire un de ses poèmes. Il vous parlera aussi peut-être un petit peu de ses éditeurs, parce que bon, il faut quand même en parler, de ces éditeurs justement qui prennent des risques, qui sont des découvreurs, comme pouvait l'être un marchand d'art dont on a parlé, c'était comment déjà, Durand-Ruel, Kahnweiler, qui était un découvreur, contrairement à Petit qui était un diffuseur. Oui, c'est ça. Voilà, et des découvreurs. C'est de plus en plus rare dans tous les domaines artistiques, mais particulièrement dans la littérature. Tout comme il faut parler aussi des lieux où on peut s'exprimer. Moi, ça m'arrive de dire des textes au Magique, rue de Gergovie, où Nathalie Solens, qu'on vient d'entendre, chante, Vania aussi. Claude Gaine, le dessinateur qui est guitariste, il joue de la guitare. Enfin, il y a plein d'autres gens aussi. C'est dans quel arrondissement? C'est dans le 14e arrondissement de Paris. C'est pas loin de la rue d'Alésia, rue de Gergovie. Je sais pas le numéro, mais elle est pas très longue, la rue, et ça s'appelle Au Magique. Et il y a des lieux comme ça dans Paris, de moins en moins, parce qu'on formate tout, on ferme tous ces lieux, parce que ça fait du bruit, parce que la poésie fait du bruit. Ah, nom de Dieu. Bon, alors, en fait... Alors, c'est pas tout. Comment parler des Kurdes de tout à l'heure. Vous savez qu'en janvier, il y a bientôt 2 ans, il y a 3 femmes kurdes qui ont été assassinées à Paris. Oui. Généralement, on en a très peu parlé. L'enquête de la police se poursuit. 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 Bon, et 3 militantes qui n'étaient pas n'importe lesquelles. Il y avait une des responsables, une proche d'Öcalan, le leader kurde, une femme qui était une sorte d'ambassadrice chargée de relations extérieures des Kurdes en France et en Europe, et qui faisait de très belles choses, qui arrivait à faire passer les messages et la culture aussi, et des choses comme ça. Et bon, voilà, elles ont été assassinées. Une autre femme qui était là un petit peu, elle, presque par hasard. Et au lendemain de... Alors bien entendu, on en a parlé, et puis après, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus rien. Et puis bon, au silence des intérêts, rendez-vous compte, on vend des hélicoptères à la Turquie. On va pas se mêler de tout ça. Voilà, j'ai écrit un texte. Je vous le lis. Je vous précise que Diyarbakir est la capitale du Kurdistan, du Kurdistan nord, 2 millions d'habitants. Van, c'est une ville où il y a un lac dans les montagnes, c'est très très joli. Et les noms que vous verrez, que vous entendrez, c'est les noms des femmes.
Et quand je parle de Berfine, c'est un prénom de femme, mais c'est aussi une sorte de perce-neige, c'est la première neige, la première fleur qui perce la glace dans les montagnes kurdes. C'est l'espoir, quoi, pour moi, voilà. Et c'est également le second prénom de ma dernière fille. Voilà. Ça s'appelle le printemps au ventre. Ils auront beau couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Quand la berfine fleurit, c'est le névrose qui s'enflamme et passe un vent de liberté dans l'œil de la femme kurde. Perce la neige et jaillit la fleur. Avec la jonquille de montagne, fond la glace et germent les champs. Les terres craquelées s'ouvrent comme des bouches et font chanter les espoirs. Ouvrir les yeux refermés et faire se lever les morts. À l'horizon de nos mémoires, le vent tourne à Halabja. Les cheveux de feu ondulent à Diyarbakir. Les sas dansent debout sous le souffle de l'espoir qui sommeille dans le ventre des femmes. À Paris, le printemps se dérouille dans la chaleur des mains des exilés. Jamais la chasse aux Kurdes ne se ferme. C'est à Paris l'hiver qu'on assassine Rojbin, Leila et Sakine. C'est à Vannes qu'on enchaîne. À Istanbul qu'on mitraille les militants des droits de l'homme. C'est à Galatasaray qu'on chasse les femmes en noir. C'est en Turquie qu'on bâillonne les journalistes. C'est ici qu'on tue ceux qui tissent des ponts entre les espoirs. C'est en Europe qu'on se tait, la conscience à l'ombre des intérêts. Dans le ventre des femmes kurdes, la dignité féconde l'espoir. Le futur des enfants des montagnes se cimente, le printemps au ventre. Rojbin, Leila et Sakine, ils ont bu tout votre sang. Pourtant, un vent salé de larmes se lève. Ils auront beau couper toutes les fleurs. Ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Voilà. Merci infiniment, Alain. On va terminer cette émission. Si tu veux dire un mot. Alors sur les éditeurs. Oui, sur les éditeurs. Alors, mais un mot parce que bon. Moi j'ai la chance d'avoir rencontré Jacques Flamand Éditions. Voilà, un coup de fil, on a sympathisé, on a beaucoup de choses en commun, on a beaucoup d'espoir en commun. Et voilà, c'est un découvreur, il a plein de... qu'est-ce que vous voulez, il prend des auteurs qu'il aime, qu'il veut porter, qu'il veut faire connaître, et puis comme il se refuse à faire la pute dans les circuits, et ben c'est pas beaucoup diffusé, voilà, c'est un grand dommage, mais c'est des livres de belle facture en plus, c'est pas des petits... Il fait bien son boulot. Le printemps au ventre, c'est édité aux ateliers de l'Agneau, qui est spécialisé un petit peu dans les livres de poésie. Et là aussi, c'est de l'artisanat. Et tout ce monde de l'édition existe et tente de survivre difficilement. Alors allez-y, allez sur les sites de Jacques Flamand Éditions, regardez les livres, si ça vous plaît, achetez-les, passez pas par Amazon, ça fait crever tout le monde. Essayez de contacter directement les gens, contactez les auteurs. Moi j'adore, je fais des dédicaces, je me déplace, je fais des lectures, tout ce que vous voulez. Moi j'ai soif de lecteurs. Les éditeurs, ils ont soif de lecteurs, les auteurs, ils ont soif de lecteurs. Moi si j'écris, c'est pour être lu. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour se faire du pognon. On se fait pas de pognon dans ce truc. Ça, alors là, c'est pas grave ça. Mais c'est pour être lu. C'est pour partager les mots. Et ben les éditeurs, c'est pareil. Donc contactez ces petits éditeurs comme Jacques Flamand Éditions ou les ateliers de l'Agneau et les autres. On va mettre les liens sur le blog. Hein, je pense qu'on puis Kékou va s'en occuper. Donc à partir de quand? Et moi, je vais mettre cet après-midi les liens. À partir de cet après-midi, on mettra les liens. On mettra ton blog aussi, le lien de ton blog. Ça, c'est déjà fait, mais je crois que j'avais mis le lien sur ton blog. Et puis, donc, je crois que j'ai pas fait vraiment sur l'éditeur. Je vais vérifier, mais je le ferai cet après-midi en tout cas. Voilà. Sympa. Alors, on te remercie beaucoup, Alain. Merci de m'avoir reçu. Non, on n'est pas déçus. Hein. Marie-Pierre nous avait dit qu'on serait pas déçus. Effectivement, on n'est pas déçus. Parce que en plus, tu dis très bien tes textes. C'est très émouvant. C'est limite bouleversant. Et ce dernier poème sur les Kurdes, c'était vraiment un moment. Voilà. C'était donc Alain Callès, écrivain, poète. Vous avez entendu pendant quelques 3/4 d'heure à peu près, même à peine, sur
sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille. On te remercie infiniment, Alain. C'est vraiment un bon moment pour nous. On s'en souviendra, je pense. Et aux auditeurs, on leur dit à la semaine prochaine pour une autre invitée, pas écrivain, pas poète, mais qui doit déménager aussi pas mal. Oui, Bernadette qui viendra nous parler du spontané théâtre, qui fait du théâtre depuis les années 70 et qui a plein de choses à nous raconter là-dessus, quoi. Voilà. On pourrait juste dire un mot rapidement quand même sur l'exposition de Pierre qu'on est allé voir jeudi. Pierre Barletta, qui nous avait invité de l'Artam Gallery. On en a parlé la semaine dernière, on est allé le rencontrer. C'est quelqu'un de super, qui a fait du cinéma d'animation, qui a fait son expo là en l'espace de 9 mois, et on vous conseille, si vous pouvez y aller vite fait. Donc c'est le 37 rue Ramponneau au métro Belleville, du mardi au samedi de 14h à 19h. Voilà. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.